Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle session de lecture de Grégoire Chamaillou sur la société ingouvernable. On est sur un tout nouveau chapitre. Exactement, bazar des faits. Oui. On est reparti, nous sommes sur le chapitre 7, discipliner les managers. La course aux procurations est au mieux un moyen de tempérer l'autocratie par l'invasion. Baylis Manning. Pour les néolibéraux, la question de la légitimité du pouvoir managérial ne se posait tout simplement pas. Les managers sont les agents des actionnaires, point. Surtout, ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Cette interrogation gênante ayant été péremptoirement évacuée, ne restait plus qu'une difficulté à régler d'ordre technico-pratique. S'il est vrai que les managers n'emploient pas tous leurs soins et tous leurs efforts à maximiser la valeur actionnariale, par quels moyens est-ce qu'on peut les y pousser ? Car il y avait là potentiellement un nouvel aspect de crise de gouvernabilité. Après le cas des travailleurs indociles, finalement, celui des managers tire au flanc. Les économistes qui reformulaient ainsi le problème de Berle et Mintz s'attachaient d'abord à en minimiser l'ampleur. S'ils avaient réellement le contrôle de l'entreprise, les managers actuels de la United States Steel pourraient très aisément se verser à eux-mêmes, mettons, 100 fois leur salaire. Or, ils ne le font pas, ce qui prouve bien que leur latitude est limitée. Un PDG peut certes, concéder Tulloch, engager une belle secrétaire blonde, bien qu'elle ne soit pas la plus qualifiée des dactylos, même s'il décidait de consacrer régulièrement la moitié de ses profits à des programmes de lutte contre la pauvreté, il serait très vite démis de ses fonctions. On appréciera le choix judicieux qu'il fait de ces exemples. Ça, voyez par exemple, ça c'est Grégoire Chamaillou dans le texte qui vient mettre un taclé. Parce que juste avant, c'est les citations des économistes de merde. Et vraiment, d'un coup, tu vois la phrase de Grégoire Chamaillou qui est là en mode... vraiment, tes exemples... on souffle, hein. On souffle. Au pire, donc, il peut y avoir gestion non optimale. Léger manque de zèle, petite faveur sexiste, mais on est loin du tableau dressé par certains d'un management tout-puissant, passé en roue libre, prêt à dilapider leurs dividendes des riches pour les donner aux pauvres. Oui, parce que évidemment, les néolibéraux, les actionnaires, tout ça, ce sont globalement les mêmes qui sont également les économistes, hein, qui sont les Jean Billy qui écrivent leurs traités d'économie, etc. Donc, étonnamment, surprise, mais en fait non, pas surprise, ils ont vachement intérêt que, les théories qui sont en cours, qui se mettent en place et qui vont donc façonner le monde de l'entreprise, ils restent vachement avantageux pour eux. Incroyable. Donc vraiment, on sent qu'ils sont en mode non, il faut pas que les managers ou les travailleuses puissent enlever des thunes. Non, mais il faudrait pas, voyons. Donc on va rassurer et dire que non, ça n'arrivera pas, comme ça les gens vont se conformer. Et on le voit aussi dans le sens que le chapitre débute bien en disant que déjà, la question de la légitimité en fait des formes d'entreprise et donc des managers ne se pose même pas, elle n'existe pas. Ce n'est même pas quelque chose qu'on peut réfléchir dessus, ça n'existe pas. C'est normal, les managers ont le pouvoir parce qu'ils ont le pouvoir, parce que c'est comme ça, point. On a structuré l'entreprise comme ça, oui, mais c'est comme ça. C'est la nature, c'est la nature de l'entreprise. Et vraiment, on voit qu'il n'y a aucune remise, c'est même sans remise en question, il n'y a aucune capacité à réfléchir le pourquoi du comment. Sans même remettre en question, il n'y a même pas la capacité de pouvoir juste se dire, tiens, ça marche comme ça, pourquoi ? Non, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Ça fonctionne comme ça parce que ça fonctionne comme ça, parce que c'est comme ça, point. Et on se pose pas de questions. Et là, on voit vraiment, encore une fois, la même chose qui se met en place, parce que derrière, ah oui, mais du coup, les managers, techniquement, s'ils ont le pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et piquer les thunes plutôt que les propriétaires. Oui, mais non, en fait. Non, ça se pose pas, ils le font pas, voyons. On va quand même viteuf se poser la question un peu plus que sur le cadre de la légitimité qu'ils ont, mais globalement, on dit non, il n'y a pas de question à poser. C'est comme ça que ça fonctionne, et puis c'est tout. Je continue. Voilà à quoi le problème se résume. Les actionnaires n'étant pas, du fait de leur éloignement et leur dispersion, parfaitement efficients dans leur supervision, il se peut que les managers ne se conforment pas pleinement à l'impératif de faire le plus d'argent possible. Bref, ce que les économistes appellent un problème d'agence. Il existe un rapport d'agence lorsqu'un, dénommé ci-après agent, agit pour quelqu'un d'autre, dénommé ci-après le principal, en son nom et à sa place.
Appellation savante d'une question triviale. Comment faire son travail par les autres? Votre discours est beaucoup trop wokiste pour pouvoir intervenir sur BFM TV. Ah, sûrement, oui, je pense que oui. Ça ne leur plairait pas et dirait que je suis placé idéologiquement parlant et que je ne fais pas preuve de rationalité. On me dirait sûrement que je suis utopiste également et que de toute manière c'est pas un discours pertinent le mien, voyons. Parce qu'il faut quand même avoir conscience des réalités du marché et qu'il faut faire de l'économie. TKT. Ah là là. Néanmoins, là pareil, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'encore une fois vous avez Grégoire Chamaillou dans le texte. La dernière phrase, ça c'est lui, hein. Appellation savante d'une question triviale, comment faire son travail par les autres. C'est-à-dire qu'avant, vous avez le discours des économistes. Oui, comment maximiser les processus. Oui, l'agence, c'est un problème d'agence. L'agence et machin, etc. Et t'as Grégoire Chamaillot qui arrive et qui juste résume le truc à comment est-ce que ces gens Billy font en sorte que t'as d'autres gens Billy qui font leur taf à leur place, quoi. Point. Comment est-ce que vous voulez exploiter les gens? Comment est-ce que vous arrivez à exploiter les gens? Point. C'est tout. Sans plus, quoi. Enfin, vous tournez autour du pot, mais ça veut dire ça. J'aime beaucoup. Je continue. Le problème clé auquel les principaux sont confrontés dans de telles relations, c'est de s'assurer que l'agent agit effectivement pour le principal. Problème, donc, comme le formule si bien Barry Mitnick, de police de l'agence. Le principal peut recourir à divers dispositifs pour contrôler l'activité de l'agent, mais ces tâches de surveillance et de police ont des coûts. D'où la question, comment réduire les coûts d'agence? Comment fliquer à moindre frais? Alors attendez, du coup, si on utilise le terme de fliquer, etc., et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est les termes police d'agence, etc., c'est les termes de Barry Mitnick, hein, c'est le terme de l'économiste de l'époque. C'est marrant parce que du coup ça voudrait dire que la police ne sert pas au plus grand bien du plus grand nombre, mais ça servirait justement à juste du coup définir des intérêts très spécifiques, genre des histoires de domination. Genre, on aurait donc raison depuis le début. Incroyable. Incroyable. J'en tombe de mes avant-bras, exactement. Oh là là, surprise, mais en fait non, pas surprise. On ramenait ainsi le problème de Berle et de Mintz à une tâche de police du travail managérial. Tout l'enjeu étant de découvrir des procédés permettant de discipliner de façon efficiente les managers opportunistes et avec eux toute la chaîne de leurs subordonnés au seul service de la valeur actionnariale. Ce questionnement ne se justifie cependant, notez un critique, que si et seulement si on présuppose que les actionnaires, une fois leur pouvoir restauré, vont discipliner les managers au profit de la société dans son ensemble, ce qui revient à admettre comme postulat, ce qui devrait au contraire être interrogé, à savoir que le reste de la société n'aurait aucun souci à se faire au sujet des entreprises tant que ce sont leurs propriétaires qui les dirigent. Oh, encore une fois, une question qui n'est même pas posée, qui n'existe pas, qui ne peut pas être posée. Est-ce que vraiment les propriétaires ont à cœur les intérêts du plus grand bien, du plus grand nombre? Non, ça ne se pose pas comme question. N'oubliez pas bien sûr que les patrons d'entreprise, les propriétaires, les multipropriétaires, hein, par exemple, qui font louer, etc., ils le font pour les autres, bien sûr. Vous savez, c'est comme ce connard de multipropriétaire qui est passé il y a quelques temps sur, je crois que c'est sur BFM, à Marseille, et qui t'explique que franchement c'est un peu la galère parce que bon, il doit se débrouiller comme il peut, hein, il galère un petit peu, c'est un ancien chirurgien ou c'est un chirurgien, je sais plus, toujours en activité quoi, qui possède tout un immeuble entre autres, avec que des appartements en Airbnb et qui dit que quand même il est obligé de frauder un petit peu parce qu'il les a pas déclarés comme il fallait, et donc du coup bah, il se prend un retour de l'État qui dit mais attends, t'as pas bien déclaré tes logements là, et t'as tous les gens du coin qui gueulent aussi parce que du coup bah en fait c'est des Airbnb, donc bah du coup c'est compliqué parce que bah ça enlève la vie de la ville en fait de la cité en général. Oui, le chirurgien, oui. Et qui du coup te dit que il est obligé de se débrouiller. On se débrouille comme, enfin comment il sort ça? On se débrouille. Ouais, je crois qu'il dit ça. Hein, je crois qu'il dit on se débrouille. Genre il est là en mode ah c'est la galère quand même, c'est compliqué. Oh là là, mec t'es multipropriétaire, t'es chirurgien, ferme ta gueule quoi. Et vraiment c'est toujours présenté à chaque fois
À chaque fois, c'est présenté comme le patron, le propriétaire, etc. Voilà, il te dit, on fait avec le système D. Ouais. C'est présenté comme des gens qui ont à cœur les intérêts des autres. Et c'est ce qu'il te dit notamment à un moment donné dans l'interview. Il te dit un truc du genre mais moi je fais ça aussi parce que ça permet d'aider les gens à avoir un logement facilement accessible pour une nuit, 2 nuits et tout. Moi je fais ça aussi parce que ça rend service. Et t'es là en mode mais non, tu fais pas ça parce que ça rend service, tu fais ça parce que ça te fait des thunes, connard. On le sait. Enfin, please quoi, vraiment foutage de gueule quoi. Et à chaque fois c'est présenté pareil. Toujours, c'est une question qui ne se pose pas. Là, quand vous avez justement le livre qui nous dit ah mais tiens, ça fait du coup qu'on ne pose pas la question du présupposé de base qui est les propriétaires en fait, est-ce qu'ils ont vraiment à cœur les intérêts sociaux? Bah oui, c'est un constat. Bien sûr que il a absolument aucun intérêt au social et que son intérêt c'est son intérêt personnel. Et c'est le cas des patrons et des actionnaires. Sauf que c'est pas une question qui se pose. On a un présupposé dans notre société occidentale, libérale, qui est les patrons, les propriétaires font ça, et même si c'est pas les gens les plus bien intentionnés, le fait est que mécaniquement, ils rendent service au bien commun, ils rendent service à la société, ils offrent des emplois, etc., etc. Mais c'est faux. C'est faux, c'est un présupposé qui est éclaté. Et encore une fois, on ne peut pas l'interroger ce présupposé. C'est un non-sujet, ça n'existe pas. Quand vous allez sur un plateau de BFM TV, si vous allez écouter un petit peu ce qui se raconte sur des journaux comme Les Échos, comme le journal du dimanche ou ce que vous voulez d'autre, vous vous rendez compte que c'est un truc qui n'existe pas. La remise en cause, mais juste le questionnement de ce présupposé n'existe pas. Au mieux, ce que vous allez avoir, c'est... Alors oui, il n'a pas forcément, lui, à cœur les intérêts, mais mécaniquement, de fait d'être un propriétaire, un multipropriétaire d'entreprise, etc., de fait, mécaniquement, il rend service aux sociétés. Il rend service aux gens. Alors que c'est faux. C'est complètement faux. Vous avez tout ce discours-là, par exemple, sur un Bernard Arnault. Bernard Arnault, on va vous dire, alors oui, bon, il possède beaucoup de choses, oui, c'est vrai, oui. Mais franchement, regardez du coup toutes ces entreprises qui offrent du travail en France, qui offrent du travail même dans d'autres pays, c'est quand même incroyable, c'est quand même magnifique, vous voyez. Même si ce n'est pas quelqu'un qui a si à cœur les intérêts sociaux, regardez tout le bien qu'il fait grâce à toutes ses possessions. Oh, quand même, c'est sympa de sa part. Et puis, généralement, on vient quand même vous rajouter une couche pour vous dire puis en vrai, si, regardez, là, il a fait de la philanthropie. Regardez, là, il a filé des ronds un petit peu. Non, mais franchement, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Il est là pour le social. Alors qu'on sait que non. On sait que c'est du pipeau. On sait que c'est des réactionnaires de l'enfer. Et notamment à Bolloré, on a... pas mal d'éléments qui montrent que c'est un putain de réactionnaire de l'enfer, qu'il a des intérêts qui sont purement ses intérêts idéologiques, de classe, ultra racistes, etc. On le sait, on le voit, on a les preuves de ça. Mais, encore une fois, dans nos sociétés, dans notamment nos médias, ce sont des choses où le présupposé n'est même pas questionné. Sans même être parlé d'être remis en question, il n'est même pas questionné. Et voilà, c'est ça, Bolloré, il le revendique. Mais oui, non mais... Tout est là, mais on va continuer à te dire non mais il rend service avec ses entreprises, non mais regardez il a fait de la philanthropie, non mais ceci, cela, on viendra toujours te dire, tout le temps. C'est ouf, c'est ouf. Regardez la petite brindille qui a tendu ses pattes arrière, je trouve qu'elle est trop belle quand elle fait ça. Quand elle s'étire avec ses petites patounes là. Oh, bébou. Oui parce que je préfère vous montrer le chat plutôt que de papoter de Bolloré encore 3 plombes, hein, on voulait pas. C'est quand même plus agréable, Je reprends la lecture. J'en étais là. Ici. Mais y a-t-il le moindre début de preuve que notre société est en plus en sécurité entre les mains de la Ford Motor Company qu'entre celles de General Motors ou encore d'AT&T? Certes, dans le premier cas, celui d'un patron multipropriétaire, l'unité de contrôle patrimonial demeure, mais envers qui l'individu ou le groupe familial est-il donc à son tour responsable? Ignorant ce genre d'objection, les économistes néolibéraux se mettaient en quête de procédés d'alignement des incitations, aptes à régler la conduite des managers sur les intérêts des actionnaires. Ils avaient la conviction que les solutions étaient déjà là, toutes prêtes. S'il n'existait pas déjà, en effet, de mécanismes inaperçus œuvrant dans l'ombre à neutraliser la dynamique mise à jour par Berle et Mintz, la société par action aurait déjà depuis longtemps disparu de la surface de la Terre, fatalement évincée par plus efficiente qu'elle sur le méta-marché concurrentiel des formes d'organisation. Ah oui, ça aussi, hein, ça c'est un autre truc qui est absolument pas remis en question
le fameux marché libre où tout est égal par ailleurs, bien sûr, alors qu'on sait que c'est pas le cas. Selon pas mal d'économistes, en fait tout est rationnel, voilà, les gens sont rationnels, etc. Et tout se fait dans le meilleur des mondes, parce que de toute façon avec la concurrence, comme tout le monde est par égal, on va dire par égal moyen, en fait c'est le truc le plus optimisé qui va forcément être retenu. Alors qu'on sait qu'il y a justement des pressions, il y a des rapports de force qui font que non, en fait, le marché n'est pas à égalité. Quand vous avez, admettons, une entreprise toute petite qui vient se développer, qui a un tout nouveau produit, qui est révolutionnaire, qui est vachement mieux, etc. Mais qu'en face, vous avez la vieille entreprise qui est là depuis 50 ans, qui a pignon sur rue, qui a absolument toutes les parts de marché disponibles, ou presque. Vous croyez que la petite entreprise qui vient de se lancer, elle va réussir à survivre très longtemps ? Ne serait-ce que mécaniquement par le fait que la seconde entreprise a les moyens d'acheter 150 fois la première entreprise, tranquillou, sans même voir un impact sur son entreprise à elle, en fait, ce qu'on va constater, c'est qu'elle va généralement racheter l'autre entreprise. Et en vrai, ce qu'on constate plus généralement dans nos sociétés, c'est qu'en fait, elle va même pas forcément racheter l'entreprise, elle va la couler. Elle va l'empêcher de vivre et elle n'utilisera même pas son produit révolutionnaire ou quoi. Elle continuera sur ce qu'elle sait qui marche, qui se vend et qui se vend bien. Même sans parler de rachat de brevets, etc. Vous avez une quantité phénoménale d'entreprises qui, juste parce qu'elles ont pignon sur rue, juste parce qu'elles sont les plus puissantes, se contentent de couler les concurrents, et y compris les concurrents qui ont des produits révolutionnaires, parce que ça les intéresse pas de devoir par exemple réinvestir dans des lignes de production, etc. pour pouvoir du coup produire le nouveau produit, etc. Elles se contentent de couler la concurrence pour juste rester le seul truc visible en place, quand bien même leur produit est dépassé. Donc vraiment, le fait que les libéraux et globalement les économistes de manière générale, et en vrai les réactionnaires de manière générale, mais pas que du coup dans les questions économiques, ont toujours ce fonctionnement en fait complètement pété de ne pas comprendre, de ne pas voir les rapports de force. Ça n'existe pas. Les rapports de force n'existent pas. Vous prenez n'importe quel réactionnaire, n'importe quel droitos, en général, il va vous raconter des dingueries parce que pour lui, en fait, toute chose est égale par ailleurs. En fait, vous prenez deux trucs, ils ont les mêmes niveaux et puis c'est tout. Il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas une situation de domination passée ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça notamment que les réactionnaires, sur d'autres questions, par exemple sur les questions féministes, vont vous dire « Ah mais c'est bon, on a avancé sur les questions féministes, regardez maintenant, dans la loi, les meufs ont les mêmes droits, donc c'est bon !» Ce qui déjà est pas vrai, mais bref. Et ils partent là-dessus en se disant « voilà, il n'y a pas de rapport de force, ça n'existe pas les rapports de force. Donc on a inscrit dans la loi que la meuf, elle avait le même droit que le mec, donc c'est bon, c'est fait. » Puisque tout est égal, puisqu'il n'y a pas de rapport de force, c'est bon, on a fait ce qu'il fallait, quoi. Alors qu'on sait qu'il y a des rapports de force, justement. On le voit, encore une fois, il y a des domaines d'études qui travaillent sur ça depuis des putains de décennies, qui le montrent. Mais non, ça n'existe pas, ce n'est pas là. C'est assez impressionnant, franchement, c'est assez impressionnant. Bonjour Mine, bonjour Orden, j'espère que vous allez bien, aussi bien que possible. C'est illégal, donc ça n'existe pas, c'est bien connu. Mais oui, c'est le fameux fact-checking de BFM TV. C'est illégal, donc ça n'arrive pas. What? Ah bon? C'est vrai, c'est illégal de tuer, donc il n'y a pas de meurtre. Ah, en fait... Bref, vous avez l'idée quoi. Et bonjour quoi, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. On est en pleine lecture de Grégoire Chamaillou. Je ne sais pas si tu étais là en lurk. D'ailleurs pareil pour Mine et pour Orden. Je ne sais pas si vous étiez là en lurk depuis un moment. Mais si vous arrivez, on est en pleine lecture de La Société ingouvernable de Grégoire Chamaillou. Et on pète un peu un câble sur les présupposés des économistes de droite. C'est vraiment un enfer. Voilà. C'est illégal de couper l'eau aux gens qui peuvent pas payer la facture, donc les distributeurs le font pas, bien sûr, bien sûr. J'arrive et je ne connais pas. Du coup, c'est un livre qui retrace concrètement comment est-ce que le cadre néolibéral s'est mis en place. Voilà. Comment est-ce que les sociétés qu'on a actuellement se sont construites, sur quels présupposés est-ce qu'elles se sont construites. Et donc là, on est en train de regarder les points de vue des économistes réactionnaires de droite américains. Et c'est une sacrée... C'est un sacré truc, hein. Parce que c'est un économiste de droite ou parce que ça énonce les biais? De quoi? Qui? J'ai pas fait le lien de la phrase. Je suis désolé, j'ai pas... Grégoire Chamaillou, c'est pas quelqu'un qui est de droite. Grégoire Chamaillou, je pense qu'il est plutôt de gauche et je sais pas encore où exactement
sur le spectre politique où est-ce qu'il est, mais clairement il est plutôt à gauche. Peut-être plutôt au niveau, à mon avis, PS ou autre, ça serait possible. C'est-à-dire à dire que quand même le social c'est bien, mais sans forcément être super solide sur d'autres questions. Ça m'étonnerait pas, enfin un peu centriste quoi, hein, en gros. Peut-être un peu plus à gauche et les filles, tout ça, ça pourrait aussi. Ça pourrait aussi. En tout cas, je pense qu'il est plutôt sur le spectre gauche parce qu'il envoie des taclés sur les retours des économistes. En fait, assez régulièrement, il vient te dire quand même les économistes, c'est des gros cons. Voilà. Alors, il le dit pas en ces termes, hein, bien sûr, mais voilà, il y a toujours des petites phrases qui viennent de temps en temps après avoir fait un passage sur ah tiens, tel économiste des années 50 disait tel truc, et il vient et il te met un petit tacle, genre vraiment une petite phrase courte où il fait en gros un pouc. Allez, ça c'est fait. Donc clairement plutôt à gauche. Après par contre, c'est que là on est sur des passages du livre où en fait il est très très en retrait. Il est vraiment très 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 en retrait. Donc là à l'heure actuelle, je peux pas en dire plus sur à quel point est-ce qu'il est à gauche, est-ce qu'il est plutôt centriste PS, est-ce que il est un peu plus à gauche véritablement avec peut-être des trucs LFI, voire même peut-être encore un peu plus loin vers tout ce qui est anarchiste. Je sais pas, mais pour l'instant ça reste relativement neutre parce qu'il a pas pour vocation, là dans ces passages là qu'on est en train de lire, de particulièrement donner son avis. Là vraiment on est sur un état des lieux des pensées des économistes des années 70 en gros. Là on est vraiment sur un endroit du bouquin où on nous dit eh ben les économistes dans les années 70 ils disent ça, t'as certains économistes qui disent plutôt ça, mais globalement c'est vraiment leur point de vue à eux et pas trop le point de vue de Grégoire Chamaillou. Et c'est pour ça aussi que c'est une sacrée aventure ensemble parce que tu vois des trucs qui sont éclatés au sol quoi. Enfin vraiment tu as des moments, le texte qu'on a fini, le chapitre d'avant, ça a fini sur un économiste qui nous disait que pour lui il fallait absolument faire la guerre et la guerre sans éthique, sans comment il a dit ça ? Non moralement, voilà, non moralement. Il faut faire la guerre à tous les éléments sociaux, à la démocratie, parce que la seule chose qui compte c'est les intérêts économiques. Et vraiment, il te finit son passage par et par-dessus tout, non moralement. Donc vraiment, on est sur des gens qui sont des connards infects de droite, quoi. Hein. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Je reprends. On en était... S'il n'existait pas déjà en effet des mécanismes inaperçus, ouvrant dans l'ombre pour neutraliser la dynamique mise au jour par Behrls et Mintz, la société par action aurait déjà depuis longtemps disparu de la surface de la Terre, fatalement évincée par plus efficiente qu'elle sur le méta-marché concurrentiel des formes d'organisation. Si elle perdure, c'est en réalité, pense-t-on, parce que la perte du contrôle propriétaire est contrecarrée par le rôle disciplinaire des marchés. Évidemment. Donc là, évidemment, on est sur des points de vue de droitos de l'enfer. Encore une fois, les rapports de force n'existent pas. Et finalement, il y a un vrai intérêt à être disciplinaire, à être autoritaire. Il faut diriger la populace, hein, évidemment. Rendez-vous compte que c'est une nécessité. On retombe sur les mêmes idées qu'on a par beaucoup de gens, en vrai, en politique, hein, et pas que spécialement très de droite. Hein. On est aussi sur des points de vue carrément qui peuvent être défendus par des lordons, hein, par des gens, on va dire, qui se pensent de gauche, mais qui ont énormément de biais, notamment sur tout ce qui va être le racisme, qui vont avoir énormément de biais sur tout ce qui va être le féminisme, etc. Parce que concrètement, ils pensent que la population, c'est une population qui est bête. C'est une population qui peut pas être, qui peut pas être dirigeante de sa propre destinée. Il faut quelqu'un, il faut des leaders, il faut des chefs qui sont là pour mettre dans la bonne direction, etc., etc. On revient un peu sur ces idées-là. Hein. Je continue. Le marxiste Paul Sweezy, réfutant les thèses de Behrls et de Burnham, avait été parmi les tout premiers à pointer, et dès 1942, un fait simple mais crucial qui expliquait l'alignement persistant du contrôle managérial sur l'intérêt actionnarial. Le personnel dirigeant des grandes entreprises, remarquait-il, bien qu'il ne détienne qu'une portion négligeable du total des actions, en est cependant presque toujours propriétaire de parts importantes en valeur absolue, de sorte que ses intérêts sont très largement identiques à ceux du grand corps des propriétaires.
Au début des années 1960, l'économiste britannique Robin Marris, qui pour sa part persistait à croire, dur comme fer, que le management jouit d'une considérable liberté d'action, à l'âge du capitalisme managérial, s'interrogeait cependant sur les effets potentiels d'une éventuelle modification dans la structure des rémunérations des dirigeants. Aux États-Unis, signalait-il, certains économistes sont en train de préconiser de faire la part belle à d'autres sources que le salaire, incluant diverses formes de récompenses financières, comme des bonus, des stock options, en vue d'accorder plus étroitement les intérêts des managers à ceux des actionnaires, d'encourager un comportement néoclassique. Un tel changement institutionnel serait-il à même de gommer certaines des contradictions inhérentes à la conception néoclassique du capitalisme ? Ils sont pas pour l'émancipation. Ah non, ils sont pas pour l'émancipation. Bah, là, en fait, tu vois, typiquement, ce que je viens de lire, c'est l'exacte illustration de leur problème. Leur problème, en fait, là, à ces économistes, même s'ils n'ont pas forcément exactement le même point de vue entre eux, globalement, leur problème à eux, c'est de se dire, en fait, si on est trop gentil, si on est trop laxiste, les gens vont se rebeller. Les gens vont nous empêcher de diriger. Et c'est pas bien. Donc il faut qu'on trouve comment bien diriger, comment s'assurer que les gens ne se rebellent pas et obéissent et aillent dans la direction qu'on veut. Alors certains te disent que en fait on se rend compte que les managers finalement ils possèdent des actions, ils possèdent des parts de l'entreprise, etc. Donc en fait finalement, même si c'est pas les propriétaires, c'est un peu quand même des propriétaires et que du coup comme ils ont l'intérêt, puisque c'est leur possession, que ça marche bien, du coup ils dirigent bien. Pour le plus grand bien du plus grand nombre. Et c'est ça qu'il faut montrer aux gens. Rendez-vous compte, finalement, votre manager fait ça pour votre bien. Votre manager qui est toxique, etc., il le fait parce qu'il a à cœur les intérêts de l'entreprise. Et donc, en ayant à cœur les intérêts de l'entreprise, finalement, il a un peu à cœur vos intérêts à vous aussi. Quand même, comme c'est bien. A contrario, vous avez d'autres du coup économistes qui vous disent, en vrai, il faut que les managers deviennent les actionnaires. Il faut que les managers, par leur travail, soient récompensés à plein de niveaux, qu'ils aient des petits cadeaux pour que, en gros, on fait la carotte. Manager, dirigez bien l'entreprise et comme ça, tu auras la petite carotte, ça c'est bien. Et c'est marrant parce que par contre, derrière, pour les populations de travailleuses, c'est pas la carotte qu'on leur met. Non, LE, ça va être plutôt le bâton. Parce que vous comprenez la masse là des prolétaires, ça, on va pas leur faire un petit cadeau. Non. Eux, on les défonce, voilà, parce qu'il faut qu'ils comprennent leur place quand même, voilà. Donc vraiment, on est sur des économistes qui ont tous des points de vue de merde, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Même en ce moment, les employés demandent les boîtes de leur patron alors qu'ils sont exploités à mort. Oui, ils défendent de ouf, effectivement. Et bonjour Kiri, j'espère que tu vas bien, aussi bien que possible en cette belle journée. Je reprends. Pour les économistes néolibéraux, en tout cas, tel était l'espoir. Jansen et Meckling recommandaient d'établir des systèmes de compensation incitatifs pour le manager ou de lui donner des stock options. En liant ainsi les revenus des dirigeants au cours et au rendement de l'action, prévoyaient Esterbrook et Fischel, l'intérêt personnel des managers ne pourrait être qu'aligné avec celui des investisseurs par les dispositifs automatiques. Par contre, encore une fois, les intérêts des travailleuses, ça, on s'en bat les reins. La mobilisation, théorise aujourd'hui Frédéric Lordon. Je vais partir. Je vais quitter ce stream. Je vais quitter ce stream. C'est pas possible. Chamaillou, qu'est-ce que tu nous fais? Grégoire! Grégoire, pourquoi? Pourquoi, Grégoire? Je reprends. La mobilisation, théorise aujourd'hui Frédéric Lordon de l'autre côté de la barricade, est affaire de collinéarité. Il s'agit d'aligner le désir des enrôlés sur le désir maître. Alors attends. Ouais. Il y a un truc que je comprends pas en fait dans sa phrase. Pourquoi Frédéric Lordon de l'autre côté de la barricade alors qu'il dit globalement la même chose? Parce que là, du coup, les propos de Lordon, c'est de dire qu'il faut que les enrôlés, donc ce qu'il appelle les enrôlés, donc je présume en gros les travailleuses,
managers et travailleuses doivent avoir leur désir, donc leur motivation, qui s'aligne sur le désir maître. Et le désir maître, du coup, je pense y comprendre probablement les intérêts des propriétaires, des actionnaires. Donc en fait, on vient sur la même chose que ce qui est dit par les autres, mais et en fait, je comprends pas trop le sens de la phrase. Alors attendez, je vais juste aller regarder. Je vais juste aller regarder un truc. 108. 108. Alors 108 c'est Adam Smith. Pourquoi du coup c'est Adam Smith que tu mets en avant? Je ne comprends pas. Alors il me dit que là... Ah, parce que le désir maître, ça doit être le désir maître selon Adam Smith. Ça doit être pas par rapport à Lordon. Le désir maître selon Adam Smith, c'est quoi? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est le désir maître selon Adam Smith. C'est con parce que du coup, je comprends pas la phrase. Enfin, je suis pas sûr de comprendre la phrase. Oui, oui, on est arrivé sur Lordon, littéralement. La mobilisation, théorise aujourd'hui Frédéric Lordon de l'autre côté de la barricade, est affaire de co-linéarité. Il s'agit d'aligner le désir des enrôlés sur le désir maître. Sauf que je ne sais pas ce que c'est que le désir maître. Voilà, Même en soi, le désir des enrôlés, qu'est-ce qui est sous-entendu derrière? Qu'est-ce que c'est le désir des enrôlés? C'est qui les enrôlés? Là, ça manque un peu de contexte, malheureusement. Ça aurait été bien d'avoir un peu plus de contexte. Je pense. Mais bon, tant pis. Et du coup, Mama. J'ai quitté le stream quelques minutes. Je reviens, j'ai l'impression que la 4cam est en noir et blanc, alors que c'est juste que Brindy a mis son gros bidou. Oui. En effet. Et son gros bidou qui ronfle. En effet. Peut-être pas via l'argent. Je ne sais pas. Là, je vous le dis, je n'en sais rien. Je ne comprends pas la phrase parce que je ne maîtrise pas les termes qui sont utilisés dans le sens où ils sont utilisés, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc je ne peux pas vous dire autre chose que je ne sais pas. Je reprends. Tant pis pour ça. L'autre grand procédé était négatif, fondé sur la sanction plutôt que la récompense. Dans les années 1960, Henry Mann, chef de file du courant Law and Economics, oppose une objection décisive à la thèse de Berle et de Mintz. Si les équipes managériales exercent comme ils prétendent un contrôle absolu sur les entreprises, comment se fait-il que les PDG soient assez régulièrement remplacés contre leur gré, évincés par d'autres? À cela, l'orthodoxie managérialiste n'offre aucune explication, lui si. Il y a, aujourd'hui dans le monde, constate son collègue et ami Gordon Tullock, des gens et des organisations dont le business est de faire de l'argent en prenant le contrôle d'entreprises mal gérées. On peut faire de très gros profits en éliminant les incompétents. Il existe toute une palette de procédés pour ce faire, outre l'offre publique d'achat, où l'on promet aux porteurs de racheteurs leur action à condition d'avoir réussi à y rassembler un nombre suffisant à une échéance donnée. Il y a la course aux procurations, où un groupe d'actionnaires collecte les droits de vote auprès d'autres afin de prendre le contrôle d'un board. J'ai trouvé ça sur le wiki, le désir maître du patron fixe la puissance d'agir et limite la variété des affectations du désir. Mais je comprends pas mieux. Oui, bah si c'est le désir maître du patron, pour moi c'est les intérêts du patron. Voilà. On comprend pas une citation de Lordon, surprise, mais en fait non. Oui, effectivement, on ne peut pas être très pris par surprise. Pour moi, du coup, si on reprend ce que tu m'as dit, Mama, la phrase de Lordon, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je pensais comprendre. Quand il dit que la mobilisation est donc affaire de co-linéarité, il s'agit d'aligner les désirs des enrôlés sur le désir maître. Je pense que enrôlé par là, il veut dire les managers et les travailleuses, à mon avis. Et le désir maître, bah, du coup, si c'est le désir maître du patron qui fixe la puissance d'agir et limite la variété des affectations du désir, pour moi, en gros, c'est ce que veut le patron. Donc on reste là-dessus. On reste sur, en gros, le désir maître du particulier va dans le sens de l'intérêt général. Je comprends la collaboration de classe. Ah, dans ce sens-là, d'accord. Donc en fait, peut-être que la phrase voudrait dire un truc du genre, mais encore une fois, je suis pas sûr, hein, je vous dis ça dans ce que je comprends aussi par rapport à ce que vous me dites du terme.
C'est peut-être dans le sens que selon leurs dons, en gros, les gens vont avancer dans le même sens parce que ça va avoir un intérêt pour tous. Comme ça va avoir un intérêt pour tous, bah du coup, on va essayer de travailler ensemble, quoi, main dans la main, parce que aussi bien le désir maître et donc le patron et ses intérêts que les personnes derrière en relais ont un intérêt qui va dans le même sens, donc on avance ensemble, quoi. Alors ça m'étonne pas forcément venant de la part de Lordon, parce que du coup effectivement pour Lordon, vu qu'il faut un patron qui est de gauche, un patron qui est plein de de bonnes intentions, etc. En fait dans sa vision du monde, le patronat n'est pas un problème. Dans la vision de Lordon, le patronat n'est pas un problème, la société telle qu'elle est conçue n'est pas un problème, puisque pour Lordon il faut réformer et il ne faut pas changer. Et d'ailleurs c'est pour ça que pour ceux qui ne savent pas, ou plutôt qui n'ont pas forcément travaillé ces questions là, pourquoi est-ce que moi je suis pas un réformiste? Parce que la réforme ça consiste à dire que finalement le modèle qu'on a n'est pas pourri, c'est juste que là on n'a pas fait la bonne sauce, on a les bons ingrédients mais on n'a pas fait la bonne sauce, donc il faut juste faire la sauce un peu différemment et TKT ça va passer. Or mon point de vue, et notamment avec mes connaissances que j'ai acquises au cours de mes années d'études, mais de mes années de travail en tant que chercheuse en sciences humaines et sociales sur le monde du travail, parce que je vous rappelle qu'à la base moi je suis psychologue social du travail des organisations, c'est que en vrai non, c'est pas une question qu'on a les bons ingrédients mais ils sont pas bien mélangés, c'est que on a des ingrédients de merde et que ça ne marchera pas, peu importe la manière dont on va faire notre sauce, la sauce elle aura toujours un goût de merde au final. Donc il faut juste changer les ingrédients du fond en comble. Et c'est pour ça que je peux pas être réformiste. Parce que réformer, en fait, c'est que tu gardes tu gardes les mêmes choses. Donc du coup ça ne peut pas marcher. Puisque tu restes sur les mêmes trucs, ça ne marchera pas. Quand bien même tu le fais différemment, ça reste toujours une tarte au caca, quoi. Voilà, une tarte au caca, même avec des fraises dessus, ça reste une tarte au caca. Oui, c'est le principe. Et donc c'est pour ça que Lordon pour moi c'est absolument pas un truc à suivre, parce que pour Lordon justement on est déjà sur des modèles qui sont en soi pas mauvais. C'est juste qu'à l'heure actuelle le modèle il a été phagocyté par des connards, il a été utilisé pour des intérêts personnels patati patata, mais en fait le fonctionnement de la société est pas horrible, il n'est pas mauvais, c'est juste qu'il faut changer un tout petit peu 2-3 trucs, il faut remettre en question 2-3 trucs, et grosso merdo on peut résumer sa pensée à il faut surtout que ça soit moi et mes copains qui soient au pouvoir, parce qu'une fois que nous on sera au pouvoir, nous on fera bien, vous inquiétez pas. Ce qui est pour moi extrêmement discutable. Donc c'est vrai que voilà, moi le réformisme c'est pas mon délire. Et c'est vrai que là typiquement oui, dans ce sens-là, si c'est bel et bien dans ce sens-là la phrase, c'est logique venant de Lordon. Parce que pour Lordon, en fait, le patronat n'est pas un problème. Pour Lordon, le modèle de société et d'entreprise tel qu'il est conçu n'est pas un problème, c'est juste qu'on n'a pas les bons dirigeants d'entreprise. Et donc, dans sa vision des choses, en fait, quand les gens vont se mobiliser, et donc que les rapports de force vont un peu bouger, et en gros, plutôt que d'avoir le patron d'extrême droite dégueulasse, on va mettre un patron de gauche, et donc du coup, après, tout va bien. Et c'est vrai que, ouais, pour moi, c'est pas du tout mon point de vue. Mais venant de Lordon, ça m'étonne pas trop. Si c'est bien dans ce sens-là, ça m'étonne pas trop du coup que ce soit le point de vue de Lordon. Bon, bref, excusez-moi. Je reprends là où j'en étais. Donc on était sur Gordon Tullock qui nous dit qu'en fait, s'il y a des PDG qui se font remplacer, etc., c'est juste parce que... en fait, grosso merdo, le marché marche très bien tout seul. Et en gros, ce sont des gens qui n'étaient pas compétents, des gens qui n'auraient pas dû être là, des gens qui devaient être remplacés. Donc en fait, TKT, tout marche bien, c'est normal. Si des patrons, si des PDG se font mettre dehors, c'est parce qu'ils devaient se faire mettre dehors et puis c'est tout. Voilà, en gros, c'est le cours naturel du marché. Bon, c'est discutable, encore une fois. Mais bref. Le contrôle des entreprises est en lui-même un objet convoité, une ressource qui a sa valeur propre. Il y a un marché pour cela, un marché de pouvoir. C'était la découverte d'un aspect des marchés financiers jusque-là méconnu par la théorie économique, l'existence d'un marché de la prise de contrôle, où des équipes managériales sont en concurrence pour l'acquisition au droit de contrôler, c'est-à-dire de manager les ressources des entreprises. Et bonjour Sandwich, j'espère que tu vas bien. Ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est que j'aurais supposément comprise du Lordon. Je vais me remettre en question mes choix de vie. On notera quand même qu'on reste sur du peut-être ça veut dire ça, mais on n'est pas sûr.
Donc finalement, c'est quand même Lordon vibes, hein. Ça ne change pas. Ça ne change pas. En introduisant en 1965 cette notion de marché du contrôle managérial, Mann met en évidence le rôle que le marché boursier joue en tant qu'instrument de contrôle et de discipline des managers. Il réinterprète ainsi le rachat hostile, habituellement perçu comme un renforcement du pouvoir managérial d'une firme sur une autre, comme une subordination du management dans son ensemble à la performance du marché en général. Oh bah oui tiens. Lorsque le management d'une entreprise est sous-performant, raisonne-t-il, le cours des actions tend à plonger, ce qui incite donc d'autres acteurs qui pensent pouvoir mettre en place une gestion plus performante à racheter les titres à la baisse afin de prendre la direction de l'entreprise. L'une des prémices fondamentales de cette théorie est qu'il existe une corrélation élevée entre efficience managériale et prix des actions. C'est ça, vous voyez, en fait, c'est pour ça aussi que des fois... Alors, ne détournez pas ce que je vais dire. C'est pour ça que des fois, je vois les droitos, les réactionnaires, les conservateurs, comme un peu touchants et un peu mignons. C'est qu'ils sont l'incarnation même de Candide, en étant des saloperies immondes avec les autres, on est d'accord, hein, mais ils ont vraiment une naïveté qui est limite touchante. J'ai vraiment envie d'aller voir un petit réactionnaire et de venir lui taper sur l'épaule et lui dire « Oh bébou, tu vis dans un monde de rêve, bébou. Oh, t'es mignon. » Vous voyez, il y a vraiment une... Oui, peut-être pas Candide, mais dans le sens où vraiment... Ils ont des présupposés du monde qui sont incroyables. Ils vivent dans un monde qui n'a aucune existence tangible. Enfin, vraiment, ils ont une manière de voir le monde qui est... Ah là là, t'as envie de dire, ah là là. Ah ouais, t'as vraiment très 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 fort fermé les yeux, hein. C'est... Ouais. Tu vis dans ton petit monde, hein, vraiment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont la preuve que bonnes intentions, ça veut pas dire grand chose. J'aurais pas dit Candide parce que j'ai envie de les goumer, hein. Bah, en vrai, Candide, j'ai un peu envie de le goumer, hein. Parce qu'on peut pas se mentir quand même que Candide, c'est pas un personnage qui est attachant, hein. Enfin, moi j'ai envie de goumer Candide, hein. Qu'on soit d'accord, on va passer le truc dans le contexte, hein. Mais moi, un Candide, j'ai envie de le goumer, hein. C'était un peu l'archétype du c'était mieux avant, alors qu'en fait non. Ben, c'est même pas l'archétype du c'était mieux avant. C'est même pas ça. C'est que vraiment, ils sont pas forcément sur c'était mieux avant. Ils sont vraiment dans j'ai raison parce que je crois que j'ai raison et bah du coup j'ai raison. Et je suis sûr que tout va bien se passer. Tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Tout est magnifique. Et vraiment, tu vois que bah non en fait, ça marche pas. Mais ils ferment très très fort les yeux. C'est en ça que moi je relie à Candide, et quand je dis Candide, c'est vraiment dans le sens de Candide, l'œuvre littéraire, hein, qu'on soit d'accord. Et donc vraiment Candide, le principe, c'est que c'est un livre qui sert à vous démontrer que on est dans le meilleur des mondes possibles. Voilà, on n'aurait pas pu faire mieux, en gros. C'est ça ce qu'essaye de dire Candide. Et c'est ça ce que vit notamment Candide, c'est de vous dire, bah voilà, il vit, et en fait, peu importe ses choix, finalement, c'est le choix qu'il fallait faire. C'est comme ça que ça s'est passé, et puis c'est tout. Et du coup, le personnage de Candide, il est très discutable. Parce qu'il laisse faire des trucs horribles à tellement de niveaux. Ouais, voilà. Et tous mes potes disent que j'ai raison, et c'est bien la preuve. Ah là là. Tout va bien dans le meilleur des mondes possibles et imaginables. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment cette espèce de manière de dire que Candide, en fait, c'est essayer de vous dire... Coucou Glitch. C'est essayer de vraiment de vous dire, en fait, si on est là où on en est, c'est que c'est le meilleur des mondes possibles. Et si on n'a pas fait mieux, c'est qu'on ne pouvait pas faire mieux. Voilà, ça ne pouvait pas arriver. Ce qui est arrivé, c'est ce qui devait arriver. Et vraiment, c'est ça qui enfin, quand je lis ce que pensent des conservateurs, comme là, enfin, vraiment, on va reprendre la dernière phrase que j'ai lue, hein. L'une des prémices fondamentales de cette théorie, c'est qu'il existe une corrélation élevée entre efficience managériale et le prix des actions. Et vraiment, tu vois que t'as envie de dire, t'es mignon, mais enfin, ouvre les yeux, quoi. Tu vis dans un petit monde de rêve, hein.
Enfin, vraiment, c'est cet aspect-là. Alors oui, Nils, j'ai eu le même effet. C'est que moi, quand j'ai lu Candide, ma première réaction envers la prof, qui s'appelait comment d'ailleurs, je ne sais même plus comment elle s'appelait. Prof de français, du coup, au lycée, en l'occurrence. C'est au lycée que j'ai lu ça, je crois, en seconde, de souvenir. Ma première réaction, ça a été de dire, mais le livre, il nous dit qu'il faut tout dézinguer, qu'il faut absolument intervenir et faire des choses. Elle m'a regardé, elle a dit, bah non. Et moi, je dis, bah si. Enfin, regardez, là, Candide ne fait rien et il se passe tel truc aux gens autour de lui. Donc en fait, Candide aurait dû agir. Oui, mais Candide aurait pris des dégâts. Enfin, il se serait fait attaquer. Oui, et alors? Et bah du coup, non. Et c'est là où tu vois vraiment qu'il y a des gens, ils comprennent pas le principe du militantisme, ils comprennent pas le principe d'être politisé. Enfin, vraiment, c'est... Et qui sont très individualisés, quoi. Ça me fume. Ça voilà. Voyons Résu pour vivre heureux, vivons égoïste. Ah ouais, oui, non mais... Et vraiment, il y a plein de trucs où t'es là en mode... Mais... Comment vous pouvez comprendre ça, vous? Je comprends pas. Donc bon, bref. Bonjour Will, j'espère que tu vas bien, aussi bien que possible. Pas totalement faux, on ne pouvait pas faire mieux probablement à une certaine époque, et encore, c'est discutable. Mais là où les conservateurs m'agacent avec leur c'était mieux avant, c'est oui très bien, mais on n'est plus avant, on est maintenant, et si on n'avance pas on recule, oui. Puis en fait le problème que moi j'ai surtout avec la notion de c'était mieux avant, déjà c'est basé sur une essentialisation de ce qu'il y avait avant, parce qu'en fait ils y vivent pas donc ils savent pas, donc en fait déjà fermez vos bouches. On est effectivement plus dans cette époque là, donc en fait ça sert à quoi d'idéaliser le passé et de vouloir revenir dessus puisqu'on n'y est plus, et surtout c'est que on pouvait pas faire mieux avant, c'est faux, dans le sens où c'est une question de rapport de force. On pouvait faire mieux avant. Il y a toujours eu des contextes où on pouvait faire des choses. Le problème, c'est qu'il y a des rapports de force. Et les rapports de force font que, à l'époque, des gens ont pu imposer des modèles, ont pu imposer des choses. Et c'est pas une question qu'on ne pouvait pas faire mieux. C'est une question qu'on nous a imposé des choses, comme aujourd'hui on nous impose des réformes dégueulasses, comme aujourd'hui on nous impose des violences racistes, comme on nous impose des violences sexistes, etc. C'est vraiment ça aussi qui est extrêmement à prendre en compte, et qui est complètement mis de côté très régulièrement. J'avoue que je me souviens tellement pas du livre de quand je l'ai lu. Je me souviens que c'était genre en seconde, un truc comme ça. Mais après, je me souviens plus des conversations que j'avais eues avec la prof qu'autre chose, pour le coup. Si à une certaine époque, on pouvait pas faire mieux, il y a surtout des occasions où on aurait essayé de pas faire pire. Quel beau gros chat. Mais oui, c'est le plus beau de tous les chats. C'était mieux avant, mais c'est toujours aussi pour qui? Pour les racisés, pour les femmes, les trans, les andis. Ah bah non. Il qualifie la Bible de fiction sympa, mais avec beaucoup d'incohérences, et on voudrait quand même vachement se marier avec sa marraine, et ça le saoule de pas pouvoir. Pour la blague, le c'était mieux avant, c'était déjà très utilisé dans la Rome antique en moins 300 et c'était déjà obsolète depuis longtemps, alors faut peut-être pas faire ce move là, hein, voilà. Le regret d'un passé fantasmé pour être plus précise, oui. Oui. On est d'accord, je me trompe peut-être, mais je pense que le capitalisme était nécessaire quand il est apparu, je pense même pas. Mais le modèle est clairement suranné, je pense même pas que le capitalisme était nécessaire. Le truc en fait, c'est que le capitalisme par principe, c'est le fait de privilégier l'intérêt de certaines personnes face à d'autres. Et le fait est que je pense pas qu'à aucun moment c'était quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose qui s'est imposé, je ne pense pas que c'était quelque chose de nécessaire. Déjà à l'époque, on aurait pu faire autrement. Mais le problème, c'est que le capitalisme, c'est pas quelque chose qui est apparu à partir de rien. Le capitalisme, c'est quelque chose qui découle du modèle avant qu'on avait du féodalisme. Féodalisme qui lui-même découle d'un modèle précédent, qui est l'esclavagisme, etc. En fait, on se rend compte qu'il y a des situations de domination qui étaient existantes, qui se sont mises en place, parce que les personnes en profitaient. Et bonjour petite plantation, bienvenue, j'espère que tu vas bien, aussi bien que possible. Plantation. Et du coup, partant de là, en fait, t'as des gens qui ont pu imposer, parce que le rapport de force était à leur avantage, des choses. Et qui se sont pérennisés, et qui ont permis, au fur et à mesure, de faire en sorte qu'aujourd'hui encore, on a des systèmes de domination dégueulasses qui sont toujours en place. Et qui se sont juste changés, parce que le temps passe et que du coup on change des choses. Mais le capitalisme n'est que le dérivé d'une forme précédente de domination, qui était lui-même le dérivé d'une forme de domination précédente, etc. Donc en fait, je pense pas qu'il a jamais été nécessaire. Je pense vraiment pas que ce n'a jamais été nécessaire d'avoir un système de domination. Non. Qu'ils se soient imposés parce que les rapports de force ont fait qu'il s'est imposé, c'est une chose.
Mais enfin, vraiment, pour moi, ça me semble éclater au sol comme point de vue de se dire que ça a été nécessaire à une époque. Parce que ça montre justement aussi à quel point on a une vision du monde qui est très fortement indexée à la société dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement des présupposés qui ne peuvent pas être remis en question qu'on n'arrive pas à se dire qu'on vit dans des sociétés qui sont d'une absurdité phénoménale. En fait, il y a ça aussi qui vient. L'école, à aucun moment, la politique en général, les médias, etc., à aucun moment vont vous dire rendez-vous compte à quel point on vit dans des trucs qui sont complètement éclatés à tous les niveaux. Rendez-vous compte à quel point on est dans des sociétés qui se sont imposées, qui nous ont jamais laissé le choix, et que, encore aujourd'hui c'est le cas, et que en fait, notamment le fait de ne pas pouvoir le remettre en question fait partie du fait qu'ils peuvent s'imposer. Ils utilisent ça comme mécanisme pour s'imposer. Ils empêchent de remettre en question. Enfin vraiment, il y a plein de trucs à en dire là-dessus, je pense. Ça me fait marrer quand on imagine que le capitalisme il a popé comme ça. Oui. Faudrait sûrement que je relise le livre, mais en vrai, flemme, j'ai d'autres livres à lire. Oui, Candide, flemme. Hein. J'estime que la chrétienté, sous toutes ses formes, a clairement mis des freins à l'évolution politique et sociale de la planète. Par exemple, oui, bien sûr. Mais la chrétienté est extrêmement, main dans la main avec tout ce qui est le modèle capitaliste. Je vais vous donner un exemple. En fait, un truc qui peut-être va vous faire prendre conscience de certains trucs. Si le capitalisme avait été nécessaire pour, par exemple, passer à autre chose que les systèmes de domination inégalitaire, etc. qu'on avait avant. Si le capitalisme était justement une évolution nécessaire, on va dire d'évolution, etc. Pourquoi est-ce que ce sont les mêmes familles, aujourd'hui toujours en position de domination, qui sont les familles les plus riches, qui possèdent le plus entreprises, moyens de production, etc. À tous les niveaux, politiques aussi, qui sont les mêmes familles qui étaient déjà présentes il y a plusieurs siècles en arrière quand c'était les systèmes féodaux, quand c'était les systèmes justement de rois, etc. Pourquoi est-ce que ce sont les mêmes familles qui sont aujourd'hui toujours présentes aux mêmes situations de domination si le capitalisme avait été une nécessité qui devait apparaître pour remettre en question tout ça? Vous voyez le truc ou pas? Ah oui, il est hyper misogyne, Candide. Oui. Céron dans le vocal pour un ajout. Oui, Céron. Bonjour, je suis Céron dans le vocal pour un ajout sur le mythe du capitalisme. Un de ces mythes qui entre un petit peu, qui frôle avec ce que Mama dit sur le fait qu'il est nécessaire. On dit aussi qu'il a été... Le moindre mal. Ça, je crois que c'est plus la démocratie, si on cite Roosevelt. Mais non, c'est plus que le capitalisme a permis l'évolution en fait de l'humanité et a résolu plein de problèmes. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui le considèrent comme nécessaire parce que c'est le système. Bon, il y a deux biais. C'est le système dans lequel on a fait ces choses-là, donc c'est pas possible d'imaginer que ça peut être fait dans autre chose, alors que ça aurait pu très bien pu advenir dans n'importe quelle autre organisation sociale. Et en fait, ça reste basé sur une notion de développement blanc occidental principalement. Ouais. Cette notion de progrès, elle émerge en fait au même moment plus ou moins que le capitalisme et les définitions raciales de l'évolution et de l'humanité en fait, avec le colonialisme, etc. vers le XVIe siècle. Ouais. Donc en fait, cette notion de capitalisme nécessaire, on peut aussi l'adresser comme l'adresser peut-être plus personnellement en étant un peu autocritique sur comment est-ce qu'on perçoit la société dans laquelle on évolue et comment est-ce qu'on n'arrive pas à percevoir autre chose. Surtout que quand on va toujours taper sur les gauchistes parce qu'ils non mais tu es utopique, ce à quoi on a envie de répondre, justement je suis utopique parce que c'est nécessaire de penser un monde en dehors du capitalisme structurel et historique. Le poids sur les institutions, tout ça. Et moi-même, je vais rajouter un autre truc aussi. Imaginer que le capitalisme est nécessaire, c'est une bêtise, mais voilà. Moi, je vais rajouter un autre truc aussi sur le capitalisme nécessaire. Le capitalisme tel qu'il fonctionne, c'est donc notamment tirer les intérêts effectivement blancs. Et là-dessus, moi, je vais réagir. Le capitalisme est intrinsèquement raciste. Pourquoi ? Comment vous croyez que nos sociétés fonctionnent aujourd'hui ? Elles fonctionnent parce que nos sociétés occidentales s'accaparent 90% des ressources de la planète. Est-ce que le capitalisme est nécessaire quand il met à la ramasse des continents entiers, qu'il s'est basé sur le fait d'exploiter toutes les populations racisées sans aucun problème et en ayant rien à foutre ? Est-ce que c'est nécessaire ? Ne serait-ce que si on veut jouer au gros con, jouer sur du calcul, juste sur du calcul, est-ce que c'est nécessaire un modèle
qui met à la ramasse 90% de la population mondiale. Est-ce que ça vous semble logique de vous dire que de près ou de loin, c'est une chose qui peut être nécessaire? Il est nécessaire, si vous voulez rester sur le principe de nécessaire, pour les Occidentaux. Les Occidentaux, c'est rien. C'est rien. C'est ça aussi qui, pour moi, me fait aussi péter un câble quand je vois des présupposés comme ça qui sont difficiles à remettre en question, encore une fois, hein, je l'entends bien. Hein. C'est qu'en fait, quand tu dis, oui, je dis que c'était nécessaire à l'époque, je le situe à l'époque directement en après-guerre, mais même là, c'est éclaté, parce qu'en fait, le capitalisme n'est pas apparu à l'après-guerre. La colonisation, c'est le capitalisme. L'esclavage, pendant la colonisation, c'est le capitalisme. Et c'est pas autre chose. Je suis pas sûr historiquement, mais il me semble que après la guerre, en tout cas en France, il y a beaucoup d'interventionnisme de l'État. Oui. Donc c'est même pas forcément, et même aux États-Unis pendant la guerre, il y a beaucoup d'interventionnisme de l'État, notamment la création de la Silicon Valley. J'ai plus le titre, je crois que c'est Michel quelque chose. Aucune idée. J'ai plus l'auteur d'un bouquin qui parle des mythes méritocratiques et des mythes de la Silicon Valley. Donc en fait, même la notion de capitalisme nécessaire pour reconstruire un pays qui souffre est complètement faux parce que c'est dans ces périodes-là qu'il y a beaucoup d'interventionnisme. Oui. De communisme, hein, pour le dire autrement. De socialisme. Et tu le vois même en Suisse, même en Suisse où après les guerres, les partis socialistes et les partis interventionnistes gagnent en puissance politique. Et puis dès que ça va mieux, en fait, les capitalistes reprennent leur place hégémonique en fait, parce que les gens vont se dire mais comme la vie va mieux, on peut être un petit peu plus libre et puis les sociétés sont beaucoup plus poreuses. Et encore une fois, c'est en restant centré sur le point de vue occidental blanc. Oui, clairement. Parce que, encore une fois, les populations racisées se sont fait coloniser la gueule, se sont fait mettre en esclavage, se sont fait mettre en exploitation, ont été massacrés. C'est ça le capitalisme. Et encore une fois, quand moi je vois des gens, à plus forte raison quand c'est des gens auxquels je tiens, qui se disent que le capitalisme, dans leur tête, ça peut être un truc qui était nécessaire, ça me fait grimper au rideau parce que ça me montre à quel point dans notre société, on a un angle mort phénoménal. On a vraiment un angle mort phénoménal. Le capitalisme n'a jamais été nécessaire et il ne le sera jamais. Parce que littéralement, le principe du capitalisme, c'est de rouler sur d'autres. Littéralement, constamment. Tout le temps. Et du coup, c'est pour ça aussi que, pour moi, ça me fait péter un câble. C'est que c'est très blanc, c'est très occidental-centré, et ça se base vraiment sur une croyance qui est mise en avant par les modèles capitalistes. Et c'est ouf, quoi. Et vraiment, même si tu retires le côté, oui, bon, ok, ça fait du mal aux gens, mais peut-être que la société n'aurait pas survécu, les gens n'auraient pas survécu s'il n'y avait pas le capitalisme. Pourquoi ? Et surtout, pourquoi ? Qui voilà. Qui n'aurait pas survécu ? C'est ça. Mais même en se disant... ok, on n'avait pas le capitalisme, qu'est-ce qui serait passé pour les Européens ? Est-ce que vous pensez que les Européens auraient disparu, le continent se serait dépeuplé, il n'y aurait plus personne, tout le monde serait mort ? Non, bien sûr que non. Les gens en situation de crise font toujours de l'entraide, et notamment c'est ce que disait Céron il n'y a pas très longtemps, sur le fait que justement à l'après-guerre, c'est surtout principalement les États qui sont intervenus, qui ont filé des ronds, c'est pas les intérêts privés. Ce qui a reconstruit, c'est pas le capitalisme, hein. Au contraire, à chaque fois que le capitalisme est en défaut, et Dieu seul sait qu'il est en défaut régulièrement, il appelle le commun à venir l'aider. C'est pas sans raison si aujourd'hui on vous dit que le capitalisme il marche principalement sur le fait qu'il se fait financer par le public pour les intérêts privés. D'abord les aides Covid. Voilà, par exemple. Je me permettrais du coup de rajouter un truc par rapport à ce que tu dis, Mama, Pierril. En effet, alors, je conçois en plus, et c'est bien que tu l'aies contextualisé, que ce soit un plan tout à fait perso. Et c'est justement le souci, en fait, c'est que c'est un plan tout à fait perso qui ne prend en compte qu'un seul, un seul point de vue et qui est loin de refléter justement aussi la diversité des complications qui ont été liées au capitalisme. L'appauvrissement, par exemple, ou du moins la mise sous joug de, par exemple, pas mal de terres en Afrique ne permettrait pas forcément, alors qu'on est encore qu'on n'a pas, par exemple, les possibilités de faire une yourte de hippie, je sais pas, dans un coin rural de la France, ne permettrait pas forcément de pouvoir faire ça en Afrique, par exemple. Et du coup, de pouvoir aussi récupérer une certaine indépendance. Par exemple. Donc le truc, c'est que c'est encore une vision assez occidentale, assez blanche, qui fait que, en fait, quand t'as un moindre joug que la colonisation qui persiste toujours en Afrique, parce qu'on va pas se mentir, l'histoire de corruption, l'histoire d'exploitation d'infrastructures, coucou Bolloré,
comme des ports ou des trucs comme ça, qui fait qu'il s'enrichit dès qu'un bateau rentre ou sort d'un des ports qu'il possède. Bizarrement, les gens qui possèdent des mines d'émeraude en Afrique, coucou Elon Musk. La dette d'Haïti aussi, par exemple. Oui, voilà, la dette d'Haïti. Haïti, quand même, qui a été un des premiers peuples réduits en esclavage, enfin, dans les Antilles, qui a été aussi un des premiers qui s'est soulevé et qui l'a payé toujours au prix fort. On parle quand même des premiers qui a réussi à s'extraire de l'esclavage et qui aujourd'hui est un des pays les plus pauvres du monde parce que la France a décidé de leur foutre une dette monumentale sur la gueule et qu'ils sont toujours en train de payer, en fait. 200 ans plus tard. C'est pour ça que vraiment, rendez-vous compte à quel point le modèle capitaliste n'a jamais été nécessaire. Vraiment, il faut déconstruire ça. Il n'y a pas de souci. En fait, on a bien vu que c'est pour ça que j'ai bien précisé, j'ai bien souligné que tu faisais bien de contextualiser le côté qui était très perso, mais je voulais juste lui apporter un petit peu plus de contexte, un petit peu plus de matière pour qu'on se rende compte justement à quel point justement c'est un élément perso qui peut justement profiter dans une situation de privilège, parce qu'il faut aussi parler de privilège là, et que si ce n'est pas réplicable partout, ce n'est pas viable en soi. Du moins viable pour l'ensemble des parties intéressées. Yeah. Et oui, on parlait d'Haïti entre autres, du coup. Un petit truc qui m'a fait tiquer sur la yourte, enfin c'est pas la yourte en elle-même, et c'est le côté, ça reste très occidental aussi, et très centré sur ma gueule, mais dans quel contexte on peut avoir ces fonctionnements alternatifs en Europe? On peut pratiquement pas, et c'est du coup une sorte de chance aussi. Rien que par le fait que tu peux pas forcément construire du temporaire, les autorités peuvent s'y opposer, il te faut Ouais. Enfin, il y a toute la chape aussi étatique et de contrôle de l'État qui fait que tu peux pas développer des modes de vie en dehors du dit capitalisme. Et ça joue une sorte de double rôle. C'est aussi qu'on doit continuer à avoir des modes de vie extrêmement extractovores. Ouais. Enfin, ça se dit comme ça. Mais en fait, le mode de vie occidental, c'est pas pour nous dire « Oh, pauvres bébés occidentaux, c'est dur ». C'est pour dire nos modes de vie occidentales, si on les remet pas en question de manière radicale, bah en fait on va continuer à pérenniser des modes de vie qui reposent sur le colonialisme entre autres. Eh oui. Et je souhaitais justement d'ailleurs ajouter là-dessus aussi pour revenir sur l'idée des habitations qui ne sont pas censées être mobiles. Je digresse tout petit peu, hein, Grèce. Il y a eu tout un effet de mode autour de ce qu'on appelle la tiny house. Alors c'est très mignon, hein, c'est très très joli et tout, avec la possibilité d'être mobile et tout. On fustige aussi énormément les gens du voyage qui vivent relativement là-dedans aussi. C'est ça. Je suis désolée, mais les Romani qui ont aussi des caravanes et tout, c'est juste une caravane de luxe, hein. Ne l'oublions pas. Mais simplement, comme c'est fait souvent par des gens occidentaux et tout, dans des conditions vraiment sympas et tout, avec tout le luxe et tout, on dit là, c'est trop cool et tout, on en fait des émissions sur Netflix. Pendant ce temps-là, il y a des Romani qui continuent à vivre le racisme, qui sont pas accueillis, ou quand ils sont accueillis, sont dans des conditions d'insalubrité qui sont absolument terrifiantes. Et en plus qu'on continue à fustiger comme étant des gens qui volent, ce genre de choses. Alors que de base, en fait, il faut savoir aussi que les Romani à la base venaient de toute la partie sud-est asiatique et qu'il y a eu pas mal de conneries de vente d'esclaves aussi qui ont fini par arriver justement vers l'Europe et que du coup ils se sont trouvés en fait sans terre. Donc en fait tout ça vient aussi du colonialisme. Donc coucou les tiny house, c'est bien mignon, mais ne pas oublier tout ce qu'il y a derrière. Voilà, bisous. Et même je rajouterais, si aujourd'hui tu prends autant de retours sur les Romani, probablement que si les moyens financiers étaient différents et qu'ils participaient plus activement au modèle capitaliste, ils prendraient beaucoup moins dans les dents. Bon, ils n'en ont pas les possibilités, hein, bien sûr, encore une fois, parce qu'on leur laisse pas la possibilité. Mais probablement qu'aujourd'hui, si les Romani pouvaient dépenser des milliers et des milliers de balles dans leur Tanaïus et compagnie, comme on s'y attend des petits blancs bourgeois, probablement qu'ils prendraient pas autant. C'est pour ça, encore une fois, que le monde capitaliste, le principe même du capitalisme, repose sur des fondamentaux qui sont dégueulasses à tous les niveaux, et notamment de hiérarchie des vies, de hiérarchie des races, de hiérarchie des genres, de tout un tas d'oppressions et de systèmes d'oppression à différents niveaux. Vraiment, quand vous voyez des gens qui vont vous dire, parce que c'est déjà arrivé sur mon chat qu'il y a des gens qui aient ce positionnement-là, encore une fois, je dis pas du tout que c'est ton cas, Mama, hein, je veux pas du tout te cibler toi, c'est pas le propos, c'est juste pour développer ces idées-là. Hein.
Il y a des gens qui sont déjà venus sur mon chat pour me dire oui, mais quand même, le capitalisme c'est bien, ça a permis de faire des avancées, etc. Bon, on est déjà revenu là-dessus. T'as pas mal de retours quand même de manière générale sur oui, mais c'est des défauts du capitalisme qui sont arrivés parce que voilà, la société a fait des conneries. Mais en fait, le capitalisme n'est pas un problème. Mais c'est ne pas comprendre c'est quel capitalisme. Fondamentalement, le capitalisme n'est pas un fonctionnement qui malheureusement a là des défauts, des choses qu'on pourrait régler. C'est le fonctionnement basique du capitalisme. Le principe du capitalisme, si vous prenez juste le principe du capitalisme en tant que tel, c'est accaparer les ressources, les centraliser en possession du moindre de personnes possible. Donc, de fait, retirer un maximum de choses à un maximum d'individus. Partant de là, tuto capitaliste sur c'est mort. Universaliste, ça ira bien. Hein. Bah C'est ouais. explicite comme ça. Je me permets juste de revenir parce que Orden en effet pointe un truc, c'est que le système de tiny house est un truc qui était souvent plutôt relié aux États-Unis. C'est vrai, mais il y a quand même, comme dit Fred justement, le phénomène de la van life qui est très très populaire quand même en Europe. On le voit notamment avec tous les caravaniers anglais qui adorent vraiment le camping et tout le bordel, mais qui adorent aussi se balader partout. Souvent, moi j'en ai vu puisque j'habitais à Saint-Malo, donc forcément c'est un trajet de bateau pour venir avec les caravanes, c'est facile. Hein. Les caravanes, les vannes, les trucs comme ça reste quand même un certain privilège dans le sens où si tu es blanc occidental, on va moins te juger quand on va te voir justement en caravane que si tu ressembles à une personne romanie. Et là déjà, mine de rien, ça va aussi jouer. Et il faut pas oublier que les personnes qui peuvent se balader en caravane, parce qu'une caravane c'est pas donné hein, quand même, hein, surtout sur les modèles les plus huppés. Ça reste souvent aussi un objet de plaisir, de détente, de voyage. Les gens qui font des tours du monde et tout, moi j'en connais, hein, c'est des blancs majoritairement. Hein. C'est des gens qui ont le temps, qui ont l'argent, qui ont le privilège nécessaire pour faire ça. C'est pas les gens éventuellement qui voudraient juste essayer de trouver un système alternatif pour pouvoir essayer d'économiser un petit peu dans un système qui les écrase. C'est des gens qui, mine de rien, ont du temps, ont de l'argent, ont des privilèges, ont la possibilité de partir en vacances ou du moins de lâcher leur carrière, parce que bizarrement, chaque fois que tu vois des trucs comme ça, en plus c'est des gens qui avaient des bons CDI, ingénieurs et tout le bordel, et tu peux les voir du coup partir comme ça avec leurs 2-3 gosses. Déjà, waouh, faut en plus faire l'école, faut faire la route, faut l'essence. Oui, on pourra trouver un petit emploi là-bas. Purée, oui, c'est un système qui est très différent de la France visiblement. Et tu devrais déjà avoir des facilités en plus pour pouvoir trouver un travail dans les endroits où tu vas. C'est de base, même si on parle pas juste des tiny house, c'est juste que c'est un mode de vie nomade, alternatif, mais suivant que tu sois blanc ou que tu sois pas blanc, c'est pas vu de la même manière. Et c'est ça aussi qu'il faut centrer. C'est pas que la tiny house qui en effet a eu un engouement particulier aux États-Unis, d'autant plus parce que comme tu le dis en effet, les habitations dites légères ne sont pas autorisées en tant qu'habitation principale en France sur bien des terrains, ce que je trouve en plus un peu chiant quand même en soi, hein, oui. Parce que des fois on n'a pas besoin d'un gros truc comme ça, peut-être qu'en effet on pourrait se satisfaire de trucs plus petits, il y a des gens qui ça conviendrait, c'est pas plus mal en soi, mais le véritable problème en fait c'est les problèmes de société sous-jacents. Oui. Clairement. Oui, c'est pour ça que je fais pas de politique sur ma chaîne à moi, parce que sinon je changerais jamais ma gueule, c'est insupportable. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Oh. Moi, je parle du principe que si on ouvre une chaîne Twitch, c'est pour ouvrir sa gueule. Hein. Ouais, exactement. Moi ça me va, hein, sinon, de toute façon, j'aurais dit, voilà. Par contre je vais pas me mettre en vocal ou quoi. Je suis en vocal. Mais non, mais t'inquiète pas, Arden, je te rejoins là-dessus, oui, qu'en effet, la mise en avant d'empêcher la station de population nomade en France, c'est interdit tous les habitats légers. Oui, mais c'est justement ça, en fait, c'est un fondement purement raciste. Parce que en soi, les gens font pas de mal, en fait, en soi. Mais juste que, voilà, il y a quand même des problèmes de société sous-jacents qui fait que, aussi, après, que tu aies une installation définitive ou que tu sois juste de passage, dans tous les cas, en fait, encore une fois, il va y avoir des stigmatisations racistes. Parce que, littéralement, les gens du voyage ne sont pas sédentaires. C'est dans le nom. Alors que les habitations légères, elles sont prévues normalement pour être sédentaires. Oui. Il y a une petite différence aussi. Et encore une fois, la notion de voyage, la notion de nomadisme, que ce soit sur un plan de divertissement ou sur un plan de survie, c'est pas perçu de la même manière. Ah, complètement. Parce que pas pratiqué par la même manière. Complètement. Oh, c'est le tien. Et encore une fois, moi, je peux aussi parler par exemple d'un cas que je connais. Il se trouve que ma famille, du côté de mon père, est plutôt ce qu'on appelle la bourgeoisie. Les nobles. Bref, et donc, par exemple, si je prends le cas de mon oncle... Ah, Gapos arrive sur cette... Bonjour. Salut. C'était ton oncle ou pas hein? Non, j'aurais pu savoir. Alors non, toi tu penses à mon parrain, mais moi j'ai pas pensé... Enfin là je vais passer d'un autre truc. Je crois pas t'en avoir parlé de ça.
Mais bonjour les gens du raid, bienvenue. Merci pour le jeu tout au passage. J'espère que vous Avec allez plaisir. bien. Gap 0SS portez vient aider bien. la forêt avec 18 spectateurs. Ah oui, nous sommes en pleine digression. C'est la digression qui digresse. Grâce. Arrêtez avec cette blague, pitié. Pardon. J'espère que tu vas bien et que ça s'est bien passé, Gapos. Vous arrivez donc sur un live lecture à la base de Grégoire Chamaillou. Il est juste là. On est en train de lire. Et bonjour Delphéa au passage. Hop, la petite alerte avec la synthèse vocale. Delphes a fait pousser la forêt depuis 3 mois. Bonjour. J'essaie de faire des voix aiguës, Bonjour. mais je suis un peu enroué, je crois. J'espère que tu vas bien, Delphéa. Merci beaucoup pour le 3e mois d'abonnement. Donc je disais, les gens qui viennent du côté de Gapos, on est en train de lire donc la Société ingouvernable de Grégoire Chamaillou. Alors on est complètement en train de faire une digression absolue et totale. On est parti sur quelqu'un qui disait dans le chat que peut-être que quand même le capitalisme avait été nécessaire à une époque et du coup nous on a plutôt beaucoup digressé sur ça en disant bah non. Grosso merdo, non, bien sûr que non, le capitalisme n'a jamais été nécessaire, il a été imposé comme tout un tas de systèmes de domination, et il n'est que d'ailleurs la suite d'un autre système de domination, etc. Donc on a pas mal évoqué différents trucs, et là on en est arrivé sur le point où on parle notamment du racisme, qui est une partie intégrante du capitalisme, parce que notamment le capitalisme se base sur la hiérarchisation des gens, et donc, incroyablement, des races. Ah, c'est ouf. Et donc, du coup, on se retrouve avec, par exemple, les personnes racisées qui valent moins dans la société capitaliste et qu'encore une fois, c'est un fonctionnement prévu par le capitalisme. Donc, on parlait notamment de colonisation, on parlait des populations mises en esclavage, mais on parlait aussi, là, plus court terme, des privilèges aussi que les populations blanches peuvent avoir, par exemple, à être sur des modes de vie alternatifs, un peu en dehors du capitalisme, alors qu'à contrario, les personnes racisées ne le peuvent pas. Et on parlait notamment des gens du voyage. Fin chiante, mais oui, j'ai grave avancé ma BD et ça c'est cool. Capitalisme imposé par la guerre, par les génocides, le soft power, mais il y a plein de trucs qui vont pas à tous les niveaux et qui font que vraiment le capitalisme on le subit, on nous l'impose, mais à jamais à aucun moment il a été nécessaire, quoi. Vraiment, pitié. Toujours est-il que du coup, là j'en arrivais à un petit exemple. Vous êtes arrivé vraiment au moment où je disais bon bah je vais vous raconter une petite anecdote. Voyez un autre truc qui est à prendre en compte aussi avec les populations nomades, c'est que selon si vous êtes blanc ou pas. Et quand je dis blanc, je parle de blanchité. Et encore une fois, la blanchité, c'est pas forcément votre couleur de peau. Vous pouvez tout à fait être Jean-Michel qui a la couleur de peau plutôt sombre et qui, par contre, est dans ce qu'on appelle la blanchité parce que, globalement, a toujours vécu dans les cadres occidentaux, à l'avantage, aisé, bien placé politiquement, etc., propriétaire, multipropriétaire, bref. Encore une fois, la blanchité et ce qu'on appelle notamment l'ignorance blanche, etc., c'est pas juste une couleur de peau. Il y a tout un tas de notions derrière. Mais bon, bref. Si je prends quelqu'un que je connais, en fonction justement de sa blanchité, on voit que son mode de vie nomade ne pose pas problème. En l'occurrence, j'ai mon oncle qui est quelqu'un qui vit de manière nomade. Sauf que il est blanc. Il est blanc et il est multipropriétaire. Donc en fait, ça ne pose pas problème. Littéralement, son mode de vie consiste à vivre pendant quelques semaines dans un de ses locaux, puis à aller vivre, en prenant ses affaires, etc., pour vivre dans un autre de ses locales, ailleurs en France ou à l'étranger. Ça ne pose problème à personne, notamment parce qu'il est inclus dans la société capitaliste en large, parce qu'il a des possessions, parce qu'il a des revenus, il vit de ses rentes depuis quelque chose comme ses 25-30 ans, et aujourd'hui, il n'y en a plus 25-30. Donc voilà, mon oncle est quelqu'un qui vit très bien, très bien, et purement sur le dos des autres. Il vit seulement de ses rentes. Et son mode de vie, qui est encore une fois purement nomade, parce que vivre juste quelques semaines par-ci, puis aller vivre quelques semaines ailleurs, etc., ne pose pas problème pour lui parce qu'il est inclus dans la société capitaliste telle qu'elle est pensée, parce que notamment il est blanc, parce qu'il est propriétaire, parce qu'il est rentier, etc., etc. Vous prenez n'importe quelle autre population qui ne correspond pas à ces critères-là, et qui a le même mode de vie, elle se fera défoncer. Vous prenez par exemple les populations qu'on disait Romani, qui vivent dans des habitations movibles, elles se font défoncer la tronche. Elles se font totalement défoncer la tronche. On les voit comme des parasites, comme des voleurs, on leur met tous les qualificatifs les pires du monde, et c'est normal, voilà, c'est comme ça. Il vit dans son logement où il a des pieds à terre. Ah bah c'est ses logements, au pluriel. Ce sont ses possessions.
Mais du coup, s'il est propriétaire, on peut vraiment dire qu'il est nomade. Bah, dans le sens où il a différents lieux de vie et qu'il passe de l'un à l'autre et qu'à chaque fois il prend toutes ses affaires, etc. Oui, pour moi, c'est ce qu'on appelle du nomadisme. Hein. Et quand il y a un endroit qui le saoule, il le vend et il en rachète un autre. Enfin, encore une fois, on est sur des ordres de vie qui sont très différents. Hein. Je pense qu'il y a à peu près personne dans ici le chat qui peut se rapprocher de ça. Hein. Voilà. Et en soi, si vous prenez les gens du voyage, effectivement, ils sont propriétaires de leur logement, même si c'est un logement mobile. Oui. Je pense pas que tu considères comme nomade le fait d'aller crêcher un soir ou deux chez sa copine ou son copain. Ah oui, non, bien sûr que non. Non. Ah non, pour le coup. Location, hein. Oui, non, là, il possède... Même si comme Astier, on oublie des slips. On ne reviendra pas sur ce React. Pour le coup, vraiment, il a un mode de vie que moi j'appelle nomade parce que la seule différence, c'est que il a des possessions, des propriétés, on va dire en physique, desquelles il passe de l'une à l'autre. Mais en soi, encore une fois, il ne fait que ça, tous les ans. Enfin, c'est comme ça, son mode de vie est comme ça. Il passe la moitié de l'année en dehors de la France. Et même quand il est en France, il n'est pas au même endroit. Il bouge constamment. Et encore une fois, il a des possessions qu'il balade avec lui, etc. Il est vraiment sur un mode de vie qui est nomade. Et quand il y a un endroit qui le saoule, il le vend et il en rachète un autre, quoi. Enfin... Je vais vous placer un truc, par exemple, très drôle. Mon oncle, en tout cas fut une époque, possédait un appartement en plein milieu d'Aix-en-Provence qu'il laissait vide à peu près 11 mois de l'année. Parce que ça l'arrangeait. Je demandais parce qu'il a des possessions, ce qui n'est pas le cas des gens du voyage. Bah, en vrai, les gens du voyage ont des possessions. En vrai. Ce sont des possessions. Ils ne possèdent pas le terrain, mais ils possèdent leur habitation. Ils possèdent des choses dans leur habitation. Ils ont des possessions, en soi. La seule différence, c'est qu'ils possèdent pas des appartements, ils possèdent pas le terrain. Mais enfin, c'est un peu le même principe en soi. C'est comparable, c'est un mode de vie nomade dans les deux cas. En vrai de vrai. Enfin, sauf si vraiment ça vous semble absurde. Oui, en plus, c'est vrai qu'il y a certaines familles de Romanie qui peuvent posséder parfois le terrain. Et on peut penser notamment aux familles de forains qui peuvent posséder un terrain, voire même parfois plusieurs terrains, à travers la France, où justement ils vont avoir un cycle où ils vont passer de l'un à l'autre. Ça peut arriver. Ouais, peut-être qu'il faudrait demander à des personnes concernées, mais pour moi en tout cas, c'est vrai que là, sur le mode de vie, on va dire général, je vois un certain parallèle. Et du coup, ce que je veux surtout mettre en avant, c'est que le style de vie, on va dire nomade, quand bien même c'est pas le même type de nomadisme, etc., et que ça n'a pas les mêmes tenants aboutissants, le fait est qu'il y en a un qui est validé, qui est reconnu par la société, qui ne pose pas problème à la société, alors qu'il y en a un deuxième qui prend au contraire beaucoup dans les dents parce que la société le déteste, parce que la société le voit comme mal, etc., etc. On essaye de forcer les populations romanies notamment à rentrer dans des modes de vie non nomades, on essaye de les faire rentrer dans des modes de vie sédentaires, on essaye de les intégrer, hein, tous ces trucs horribles là, alors que par contre Jean-Michel Blanc qui va faire sa balade, qui va vivre la moitié de l'année, on va prendre un autre cas. C'est dans la différence de traitement en fait que je veux mettre l'emphase. Prenez le cas par exemple des personnes qui vont aller vivre dans un autre pays, qui vont notamment demander la nationalité d'un pays. C'est marrant si ce sont des personnes racisées, on va dire que ce sont donc des migrants, on va dire que ce sont des réfugiés, on va dire plein de choses horribles sur ces personnes, et globalement elles sont très très mal vues. Vous prenez un occidental qui va aller faire la même chose mais dans des pays par exemple du Sud, par exemple dans des pays en Afrique, dans des pays en Amérique du Sud, des pays en Asie, etc. On va appeler ça des expats. Et c'est plutôt bien vu. C'est ça en fait que je veux mettre en avant. Tu sais, j'en ai connu des blancs et blanches qui disaient mode de vie roots avec des locks et qui partent en Australie ou ailleurs et qui se disent pauvres et reviennent pour le chômage. Ah non, mais quel enfer. Non, moi c'est vraiment dans le sens de la mécanique de vie qui est de bouger, etc. C'est dans ce sens-là que je fais le parallèle. Par contre, qu'on soit d'accord, on parle d'un côté bourgeoisie de l'enfer. Hein. Voilà. C'est vraiment dans le sens où le mode de vie, on va dire, normé, c'est la sédentarité. Et dès que tu sors de la sédentarité,
Beaucoup de gens pensent que c'est mal vu, alors qu'en fait non, c'est mal vu si t'es une personne racisée. C'est mal vu si tu n'es pas un mec blanc, cis, friqué. Grosso merdo, c'est ça l'idée. C'était vraiment ça l'idée. Je suis désolé si j'ai pu faire un parallèle qui pouvait être blessant ou inadéquat. Je suis vraiment désolé parce que c'était pas du tout mon intention. C'était vraiment sur ces aspects-là que je voulais mettre l'emphase. Ceci dit, j'ai vu le marqueur de fin de VOD tout à l'heure et je me suis pas arrêté. Je sais pas où est-ce que j'en suis dans le texte. J'ai même oublié où est-ce que j'en étais. Ah si, j'en étais au flic. Ah c'est vrai. Je vais juste finir là où j'en étais, en vrai de vrai, parce qu'il y a une coupure pas très loin. Donc je vais aller jusqu'à la coupure, parce que j'ai globalement une page à lire avant d'être à la coupure, et je couperai la VOD là-dessus. Donc pour Refocus Ficus, on est sur le livre de Grégoire Chamaillou. Et en l'occurrence, on est sur du coup les visions des économistes de droite qui disent que c'est quand même pas très bien de rajouter du social dans les entreprises parce que si on fait ça, eh ben, ça va donner des idées au peuple pour se rebeller alors que c'est pas bien et il faut garder bien sûr les intérêts du pognon, surtout en priorité. Le pognon envers et contre tout et par contre, les populations on s'en fout. Hein. Donc vraiment réactionnaire, économiste de droite, horrible, hein, vraiment. En introduisant en 1965 cette notion de marché du contrôle managérial, Mann met en évidence le rôle que le marché boursier joue en tant qu'instrument de contrôle et de discipline des managers. Il réinterprète ainsi le rachat hostile, habituellement perçu comme un renforcement du pouvoir managérial d'une firme sur une autre, comme une subordination du management dans son ensemble et la performance du marché en général. Donc là en gros il nous dit, Mann, l'auteur Mann, pense que, d'ailleurs c'est rigolo parce que Mann, ça veut dire homme, et on a vraiment le point de vue de Jean Billy, quoi. Enfin, bref. Il nous explique qu'en fait, le marché marche de manière tout à fait normale. Quand t'as des entreprises qui se font racheter et tout, c'est parce qu'il fallait qu'elles se fassent racheter, parce qu'elles étaient devenues incompétentes, parce qu'elles étaient devenues non efficientes. Et donc, bien sûr, les entreprises sont par essence toujours efficientes. Et quand elles ne le sont pas, elles se font racheter parce que c'est le libre marché, tout ça, comme d'habitude. Lorsque le management d'une entreprise est sous-performant, raisonne-t-il, le cours des actions tend à plonger, ce qui incite d'autres acteurs, qui pensent pouvoir mettre en place une gestion plus performante, à racheter les titres à la baisse, afin de prendre la direction de l'entreprise. L'une des prémices fondamentales de cette théorie est qu'il existe une corrélation élevée entre efficience managériale et prix des actions. Toute déviation significative par rapport à un comportement de maximisation du profit entraîne mécaniquement une chute du cours de l'action, faisant que la firme devient une cible vulnérable à des prises de contrôle hostiles, débouchant sur le limogeage de l'équipe dirigeante. Le top management vit de ce fait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il encourt en permanence le risque d'être remplacé. C'est une pression considérable qui s'exerce sur lui. Oh zut alors, pauvre petit patronat. Oh, vous imaginez, il a peur d'être remplacé, le pauvre petit patronat. C'est pour ça qu'il exploite d'autant plus les autres. Parce que franchement, c'est dur sa vie de patron, hein. Oh là là, hein. Le top management vit donc avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il encourt en permanence le risque d'être remplacé. Une pression considérable s'exerce sur lui. Plus il fait d'argent, plus il est à l'abri. Moins il en fait, plus il court le risque d'être jeté par-dessus bord. C'est donc cette menace continuelle qui l'incite, d'ores et déjà, le dirigeant, l'estomac noué, à surveiller comme le lait sur le feu le cours de l'action. Imaginez que vous soyez le président d'une grande entreprise dont les actifs se montent à des milliards de dollars. Tout d'un coup, une autre équipe managériale menace votre job et votre prestige en essayant d'acheter les actions de votre compagnie. Le monde entier vous observe, vous et vos performances. Que faites-vous ? La police des tirs au flanc managériaux, synthétise Alkian, se fonde sur une concurrence des marchés avec de nouveaux groupes de managers en puissance qui cherchent à détrôner le management existant. Des forces impersonnelles du marché qui conspirent ainsi pour exercer une pression constante sur les dirigeants pour qu'ils gèrent l'entreprise conformément aux intérêts des actionnaires. Tant que l'on ne voit pas cela, tant que l'on ne discerne aucune relation de contrôle entre les petits porteurs et le management, alors la thèse de Berle et de Mintz conserve toute sa crédibilité. Mais dès que l'on saisit cette logique, tout change. On s'aperçoit que le marché pour le contrôle des entreprises donne à ses actionnaires à la fois du pouvoir et une protection. Et qu'elle garantit par ses mécanismes propres l'identité réelle des intérêts des propriétaires et du management. Mann ouvrait ainsi la voie à une théorie de la firme fondée sur le marché, bientôt appelée à supplanter les anciennes conceptions managérialistes fondées sur le postulat contraire d'une automatisation de la rationalité managériale par rapport au marché. Eh ben c'est une purge, hein. Vraiment les droitos, hein.
Les droitos, hein. C'est... Alors attendez, j'ai juste le nom. Man, je vous cherche ça, parce que j'ai vu que quelqu'un m'a demandé. Henry Mann, de son nom. Henry Mann, dans les années 60. Voilà. Et bah, gros trou du cul de droite sur 20, hein. Vraiment, enfer sur 20. Enfer sur 20. Donc bon, petite fougère de YouTube, on va s'arrêter là-dessus. On est arrivé à la fin. Des droitos sont des droitos qui font des trucs de droitos. Vraiment, leur vision du monde est éclatée au sol, ça ne change pas. C'est... Voilà. Des bisous, petite fougère de YouTube, à très bientôt.